alors, Margot, ou je répondrai peut-être après sur comment on peut savoir si il y a un trajet spontané des électrons ou si c'est non spontané. Hein. On regardera à la fin. Je reviendrai en fait sur justement le schéma du sigma, du gamma, je veux dire n'importe quoi, hein, du gamma. Je vais tout de suite d'abord faire la petite mise au point sur le cours. Et notamment, on va commencer par les expériences. Il faut que je les trouve. Hop, c'est un peu plus loin. Là, je suis allé trop loin. Voilà. Donc, en fait, ce que je vous avais à étudier, c'était le grand 4. La membrane interne mitochondriale et la membrane des thylakoïdes sont aussi spécialisées dans la régénération d'ATP. Donc, la toute première phrase, en fait, de ce grand 4, c'était Mitchell, en fait, Peter Mitchell, en 61, je crois. Je ne me rappelle plus la date. Oui, en 61, énonce, en fait, sa théorie chimio-osmotique. Donc, en fait, il propose que le fonctionnement des chaînes de transport d'électrons sont couplés avec les ATP synthase via un gradient de protons. Hein, donc, selon sa théorie, en fait, la chaîne de transport d'électrons aurait pour but notamment de créer finalement un gradient de protons qui va du coup développer, qui va permettre de générer une force protomotrice. Et cette force protomotrice va être ensuite utilisée en fait par l'ATP synthase hein, pour du coup régénérer du coup de l'ATP. D'ailleurs, il appelle ça la théorie chimio-osmotique, mais en réalité, on aurait pu l'appeler plutôt la théorie osmochimique, puisque c'est le gradient finalement de protons qui permet de fabriquer, hein, de régénérer l'ATP. Donc c'est bien de l'osmochimique. Alors peut-être que il voulait parler que c'est la chaîne de transport d'électrons qui génère du coup le gradient de protons. Et à ce moment-là, on est bien effectivement dans quelque chose qui est chimio-osmotique. Donc, dans sa théorie, il doit il a donné ce nom-là plutôt pour la première étape. Je crée le gradient à partir finalement du transport d'électrons dans les chaînes. Et la deuxième étape, ce serait l'utilisation justement de ce gradient, donc de l'énergie osmotique, pour du coup régénérer l'ATP. Hein, donc là, on serait dans un couplage osmochimique. Alors, dans le grand A, vous aviez quelques expériences en fait à étudier. La première des expériences, c'était assez simple. Alors, je m'entends en écho, là, il y a quelqu'un qui a... Je pense que c'est Léa notamment ou Anne-Sophie, qui n'a pas coupé son micro, donc je m'entends. Donc la première des expériences, je suis en fait, les deux chercheurs prennent en fait une suspension de chloroplastes. Et ces chloroplastes, ils sont placés à la lumière, ils sont mis en présence de NADP+, hein, donc du coenzyme qui est à l'état oxydé. Et par contre, il n'y a pas la présence d'ADP et d'EPI. Et en fin de compte, les deux chercheurs mettent en évidence la formation de NADP-HH+, ainsi que la formation de dioxygène. Donc, si du NADP+ a été du coup réduit en NADP-HH+, et si de l'eau a été finalement oxydée pour donner du dioxygène, c'est que la chaîne photosynthétique fonctionnait, puisqu'on sait que la chaîne photosynthétique, elle permet effectivement la fabrication de pouvoirs réducteurs. Un NADP+ donne NADP-HH+, et grâce en fait, en récupérant du coup les électrons et les protons de l'eau, H2O, qui donnent du coup O2. Hein, donc là, il redécouvre, en tout cas, cette expérience, elle montre en fait que la chaîne photosynthétique fonctionne. La deuxième expérience, c'est la même expérience, sauf qu'on a mis un cache noir tout autour de la suspension en fait de chloroplastes. Donc en fin de compte, on est à l'obscurité, hein, mais c'est sinon les mêmes conditions. Et là, il n'y a pas la formation de NADP-HH+ et ni d'O2. Donc ça veut dire que la chaîne,
ne fonctionne pas. Donc là, avec ces deux expériences, il montre effectivement que la lumière est indispensable en fait au fonctionnement de la chaîne. J'étais à la diapositive du coup 87. À la diapositive 88, ils présentent, en fait, ils font une troisième expérience. Ils reprennent en fait les chloroplastes qui étaient dans la première suspension, donc qui avaient été à la lumière avec en présence de NADP+, mais où il n'y avait pas d'ADP et de PI, hein, et où la chaîne photosynthétique fonctionnait. Ils prennent les chloroplastes et ils les injectent dans un milieu qui est à l'obscurité, qui est en présence d'ADP et de PI. Et ils mettent en évidence une régénération d'ATP. Donc, de par cette expérience, ils montrent finalement qu'on peut régénérer de l'ATP si on n'a pas de lumière, hein, même à l'obscurité. Donc, ça veut dire que la lumière, elle n'est pas indispensable directement à la régénération d'ATP. Diapositive 89, ils reprennent la deuxième suspension de chlorelle qui était du coup à l'obscurité en présence de NADP+, mais où il n'y avait pas d'ADP et de PI, et on avait vu que la chaîne photosynthétique ne fonctionnait pas, et ils injectent de l'ADP et du PI, et il n'y a pas de régénération d'ATP. Donc, à travers ces deux expériences, on voit bien que on a effectivement dans l'expérience 3 formé de l'ATP, parce que finalement la chaîne photosynthétique avait fonctionné au préalable, hein. Alors que dans la quatrième expérience, il n'y a pas de forme de régénération d'ATP, tout simplement parce que la chaîne photosynthétique n'avait pas fonctionné au préalable. Donc du coup, ils amènent l'idée qu'il doit y avoir un intermédiaire entre finalement le fonctionnement de la chaîne photosynthétique et la régénération de l'ATP par l'ATP synthase. Et cet intermédiaire, c'est qui? Si on prend la diapositive par exemple 82, cet intermédiaire, c'est en réalité cette chaîne, elle forme un gradient de protons, c'est du coup l'intermédiaire qui va servir pour l'ATP synthase à régénérer l'ATP. Alors, pour montrer justement que cet intermédiaire, c'est un gradient de protons, autrement dit une différence de pH, hein, notamment, ils vont faire une autre série en fait d'expériences. Alors pour cette série, ils ont en fait isolé des thylakoïdes, hein. Donc ils ont pris les thylakoïdes des chloroplastes qui étaient placés à l'obscurité, hein. Donc si les chloroplastes étaient placés à l'obscurité, la chaîne était arrêtée, hein, il n'y avait pas de fonctionnement de la chaîne photosynthétique. Et ces thylakoïdes, ils les ont placés dans une solution tampon qui était à pH 5 avec de l'ADP et du PI, et ils sont placés à la lumière. Alors, quand on regarde le schéma au temps T1, au lancement de l'expérience, on voit, hein, chez la diapositive 90, que le pH à l'intérieur des thylakoïdes est de 8. En fait, comme les chloroplastes sont restés longtemps à l'obscurité et que la chaîne photosynthétique n'a pas fonctionné, le lumen, c'est-à-dire l'intérieur des thylakoïdes, et le stroma, c'est-à-dire le liquide qui remplit finalement le chloroplaste, se sont équilibrés en termes de pH. Et comme le stroma est un grand volume et que le thylakoïde est un petit volume, en fin de compte, le pH du lumen, qui était normalement acide, un pH 5, a progressivement augmenté et s'est équilibré sur la valeur du pH en fait du stroma. Donc quand on met les thylakoïdes dans la solution tampon à pH 5, c'est pour cela qu'ils ont un pH 8. Donc qu'est-ce qu'on voit à ce temps T1? On voit en fait que on a un gradient, on est d'accord, un gradient de protons. On a bien un gradient transmembranaire de protons puisqu'on a de part et d'autre de la membrane des thylakoïdes un pH 5 et un pH 8. Et on sait que ces thylakoïdes, ils ont des sphères pédonculées, des ATP synthase. On a mis de l'ATP et du PI, donc on a bien les substrats, on a le gradient, et pourtant, il n'y a pas de régénération d'ATP, alors qu'il y a bien un gradient transmembranaire de protons. En fait, tout simplement, le gradient n'est pas dans le bon sens, hein. Et les sphères pédonculées doivent être au contact, en fait, du milieu qui a le pH le plus élevé, hein. Or là, il est au contact, les sphères pédonculaires en T1 sont au contact d'une solution qui est à pH 5 alors que l'intérieur est à pH 8. Donc le gradient n'est pas dans le bon sens. On laisse du temps se passer et forcément en laissant du temps se passer, on va avoir une équilibration des pH,
hein. Alors tout simplement parce que quand on dit que les membranes sont imperméables aux protons, c'est pas forcément vrai sur un temps qui est très long. Et puis deuxièmement, de toute façon, comme on est à la lumière, hein, ici, la chaîne photosynthétique fonctionne, et donc ça veut dire que elle transfère des protons depuis l'extérieur des thylakoïdes vers le lumen, l'intérieur des thylakoïdes, et donc ces protons acidifient progressivement du coup le pH du lumen. Donc en temps T2, elle a toujours la diapositive 90, et au temps T2, effectivement, on a atteint l'équilibre des pH 5 de part et d'autre de la membrane des thylakoïdes. Diapositive 91, donc, je retrouve finalement mon temps T2 et ce que je vais faire, c'est que on transfère les thylakoïdes qui ont du coup un pH 5 à l'intérieur et on les place dans une solution dans une solution tampon qui a un pH 8 avec toujours de l'ADP et du PI. Alors qu'on soit à la lumière ou à l'obscurité, on aura le même résultat, c'est-à-dire qu'il va y avoir une régénération d'ATP. Donc là, finalement, on met en évidence que il y a une synthèse d'ATP, une régénération d'ATP, et cette synthèse, elle est à mettre en évidence avec la présence de ce gradient, mais d'un gradient qui est dans le bon sens, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que le pH acide, enfin le milieu qui a le pH le plus faible est l'intérieur des thylakoïdes, et c'est l'extérieur des thylakoïdes qui a le pH le plus élevé. Donc le gradient est orienté finalement vers l'extérieur des thylakoïdes, alors que tout à l'heure dans la diapositive 90, le gradient au temps T1 était dirigé vers l'intérieur des thylakoïdes. Donc grâce à cette expérience finalement, ils montrent grâce à toutes leurs expériences, ils montrent finalement qu'entre le fonctionnement de la chaîne photosynthétique et le fonctionnement de l'ATP synthase, il y a un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est un gradient transmembranaire de protons orienté. Alors, on devrait d'ailleurs dire, si on était précis, un gradient transmembranaire de potentiel électrochimique lié à des protons, hein, et que ce gradient, il doit être orienté, hein, il doit être vers l'extérieur des thylakoïdes, donc depuis le lumen vers le stroma. Cette expérience, elle a été menée sur des chloroplastes, mais on aurait pu très bien faire à la diapositive 92, très bien faire des expériences avec les mitochondries. On aurait pu remplacer les chloroplastes isolés par des mitochondries isolées, et on aurait pu utiliser ce qu'on appelle des particules submitochondriales. Alors, qu'est-ce que c'est que les particules submitochondriales? C'est tout simplement les crêtes qui se sont cassées, et ça a formé une vésicule où les ATP synthase en fait sont orientés, la sphère des ATP synthase sont orientées vers l'extérieur. Donc à l'image des thylakoïdes, ce serait un peu l'équivalent des thylakoïdes. Et on aurait obtenu exactement les mêmes résultats, et ça montre aussi que la chaîne respiratoire, elle est couplée à l'ATP synthase par l'intermédiaire d'un gradient transmembranaire de protons orienté aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Pas de questions? Alors, on va passer du coup à la notion. Alors, c'est dans votre programme et qui, sûrement dans la prochaine rénovation de programme qui va venir, va disparaître. Donc, on va passer assez vite sur la notion de force protomotrice, qui est d'ailleurs assez discutée par les physiciens parce que c'est pas véritablement une force d'un point de vue mécanique, entre guillemets. Donc, grand B, l'ATP synthase assure une conversion osmochimique en exploitant la force protomotrice, on peut dire aussi protomotrice, pour régénérer l'ATP. Donc, l'expression de la force protomotrice, je vous l'ai mise à la diapositive 96. J'ai pas fait de renvoi. C'est des calculs un peu de physique, et donc ça concerne pas vraiment la SVT, mais en gros, elle découle en fait du gradient, de l'expression du gradient de transmembranaire de protons. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des transformations pour que chacun des composants soit exprimé en volts. Donc, on joue en gros sur les unités de chacun des exposants. Donc, c'est assez compliqué, mais à la fin, on obtient cette formulation, le delta P, qui est en fait le symbole de la force protomotrice, égale 2,3 RT sur ZF fois delta pH
plus DDP. En fait, le 2,3 RT sur ZF, bon, bah, Z, c'est le nombre de charges du proton, donc c'est plus 1. Hein. F, c'est la constante de Faraday. R, c'est la constante des gaz parfaits. Tout ça, c'est des constantes, en fin de compte, hein, dans le cas de la force protomotrice. Il y a juste la température. Mais en fait, la température, si vous prenez une température de 25 ou de 30 ou de 35, en fait, tout ce membre de l'équation assez peu varié et va tourner autour de 0,06. C'est pour ça que dans votre cours, je vous ai mis une formule à retenir qui est juste de 0,06 fois delta pH plus delta P. J'ai simplifié du coup l'expression comme ça, c'est beaucoup plus simple à retenir. Donc du coup, diapositive 94, et ben, le delta P, la force protomotrice, si je prends pour la mitochondrie, et ben, c'est 0,06. Je fais la différence de pH, donc le pH est de 7 dans l'espace intermembranaire, il est de 8 dans la matrice, donc ça fait un delta pH de 1. Et la DDP, la différence de potentiel électrique, hein, et ben, mon potentiel électrique de part et d'autre, il a un différentiel de 150 millivolts, donc 150 fois 10 puissance moins 3 volts. Et le tout, ça donne du coup, pour la composante chimique qui est liée au pH, ça fait 60 millivolts. Et pour la composante électrique, ça fait 150 millivolts. Et donc, en tout, on a une force protomotrice qui est à peu près de 210 millivolts. Donc, 210 fois 10 puissance moins 3 volts. On voit en fait que cette force protomotrice chez la mitochondrie, eh ben, la composante essentielle, c'est quand même la DDP qui est très importante, 150 millivolts. C'est assez important. Hein. Je rappelle que la DDP au niveau de la membrane plasmique chez par exemple, d'une membrane plasmique d'une cellule animale, c'est 70 millivolts. Et on est, donc du coup, bah, cette force protomotrice, elle est essentiellement due à la composante électrique. Elle est liée en fait à la DDP. Si je prends le chloroplaste, et ben là, la membrane des thylakoïdes a une DDP qui est beaucoup plus faible, 30 millivolts, hein, on retrouve ici. Par contre, la différence de pH est beaucoup plus importante. Alors, c'est pas, ça s'explique, hein, c'est tout simplement parce que le lumen, c'est un tout petit volume, hein, par rapport à l'espace intermembranaire des mitochondries. Donc, les protons seront beaucoup moins dilués, hein, beaucoup plus concentrés. Et donc, du coup, le lumen a un pH 5 alors que le stroma a un pH 8. Donc là, on a une composante chimique dont l'expression est 0,06 fois 8-3, donc ça fait 3 unités pH, et ça nous donne du coup du 180 millivolts. Donc là, on voit bien qu'on trouve finalement la même force protomotrice, mais par contre, elle est générée essentiellement par la différence de pH, donc c'est surtout sa composante chimique qui est importante. Est-ce qu'il y a des questions en fin de compte et puis ensuite, où est-ce que j'ai oublié pour finir l'histoire? Eh ben, cette force protomotrice, autrement dit ce gradient de protons, va être utilisé par l'ATP synthase selon le modèle du double renversement qu'on avait étudié en cours, qui est à la diapositive 27, hein, où justement, quand la petite tête va venir agir sur une unité catalytique, elle va renverser l'affinité, hein. La tête va perdre son affinité pour l'ATP, enfin le site va perdre son affinité pour l'ATP va être libéré et par contre va augmenter son affinité pour l'ADP et le PI et donc l'ADP et le PI vont se fixer, hein, et on recommence le processus. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie grand B? Non. Alors, on va du coup commencer, on va s'intéresser maintenant du coup au bilan. C'est peut-être la partie qui était la plus intéressante, hein, la plus importante de ce cours. Pour faire ce bilan-là, je vous renvoie vraiment à deux schémas qu'il faut maîtriser. C'est les schémas des mitochondries et des chloroplastes que je vous avais distribués à la fin du TP SV03, hein, du TP cellule, et que vous devez même compléter puisque là j'ai remis sur ces diapositives notamment les formes d'énergie. Donc diapositive 56 qui vous présente en fin de compte un panorama du métabolisme des mitochondries. On retrouve du coup dans la diapositive 86, on retrouve finalement des voies métaboliques du catabolisme oxydatif. En fait, on retrouve que la mitochondrie, en fait, dans la mitochondrie se déroule le cycle de Krebs et aussi la bêta-oxydation. Une autre petite voie qu'on reverra dans le chapitre 4, c'est la décarboxylation oxydative. Je la laisse en parenthèse, enfin, je la laisse de côté pour l'instant.
Ce cycle de Krebs et cette bêta-oxydation, on va l'étudier entre 4. D'accord? On voit aussi que dans cette mitochondrie, on a, en termes de métabolisme, la chaîne respiratoire. Et on a aussi l'ATP synthase. Nous, sur ce schéma-là, qui est un schéma finalement un peu global, eh ben, on pourrait très bien envisager de faire des renvois à des schémas plus détaillés sur comment est organisée et comment fonctionne l'ATP synthase et comment est organisée et comment fonctionne la chaîne respiratoire. Donc, en fin de compte, on ferait un renvoi à une feuille que je vous ai distribuée en cours pour l'ATP synthase, une feuille de schéma, et on renvoie au poster sur la chaîne respiratoire où vous avez la chaîne, le schéma avec la chaîne, ce que j'appelle le schéma patate, et le diagramme surtout énergétique. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que ma glycolyse, enfin, en tout cas que mon cycle de Krebs, quand il tourne, il produit notamment des coenzymes réduits. Il produit du NADH+, et du FADH2. La bêta-oxydation des acides gras, eh ben, quand cette bêta-oxydation se déroule, on voit aussi qu'elle produit du NADH+, et du FADH2. D'ailleurs, on voit aussi qu'elle produit cette bêta-oxydation de l'acétylcoenzyme qui vient alimenter le cycle de Krebs. Donc finalement, quand je dégrade, en fait, quand j'oxyde des acides gras, je réduis des coenzymes. Donc, autrement dit, je produis du pouvoir réducteur et je produis aussi de l'acétylcoenzyme qui va permettre d'alimenter le cycle de Krebs qui oxyde l'acétylcoenzyme et qui produit, du coup, qui réduit des coenzymes aussi, puisqu'on obtient du NADH+, et du FADH2. Ces deux processus, cycle de Krebs et bêta-oxydation, ils seront étudiés lors du chapitre 4. On voit aussi que, mais ça je l'ai pas mis dans le bilan, que la glycolyse en fait, elle produit le pyruvate qui, à la fin, se transforme en acétylcoenzyme et qui alimente le cycle de Krebs. Et on voit que la glycolyse, elle produit des coenzymes aussi réduits, du NADH+. Ça veut dire qu'elle oxyde en fait le glucose en pyruvate. En gros, on voit que tout ce catabolisme oxydatif, que ce soit la glycolyse, que ce soit la décarboxylation oxydative, le cycle de Krebs ou la bêta-oxydation, en fait, on oxyde des molécules organiques, le glucose et les acides gras, et on produit finalement des coenzymes réduits, du NADH+, et du FADH2. Donc en gros, on passe d'une énergie chimique qui est contenue dans des molécules organiques comme le glucose, comme les acides gras, à une énergie électrochimique qui est contenue du coup dans le NADH+, et dans le FADH2. Donc on fait ce qu'on appelle un couplage chimio-chimique. La deuxième étape, c'est justement ces coenzymes réduits. On a là NADH+, et FADH2 qui ont été produits par le cycle de Krebs, par la bêta-oxydation, mais aussi par la glycolyse, se font réoxyder. On obtient du coup du NAD+, et du FAD par la chaîne respiratoire. Et les électrons et les protons sont transmis à l'O2 qui donne du coup H2O. Et on exploite du coup de l'énergie électrochimique afin de transloquer des protons dans l'espace intermembranaire et de générer du coup un gradient de protons. Donc là, on voit bien que ma deuxième étape, c'est finalement l'exploitation de l'énergie électrochimique par la chaîne respiratoire pour générer un gradient de protons, donc pour transformer cette énergie électrochimique en énergie osmotique. Donc ici, on a affaire à un couplage chimio-osmotique, qui est d'ailleurs une conversion, et on génère du coup un gradient de protons qui sera à l'origine d'une force protomotrice. Cette force protomotrice est ensuite, dans un troisième temps, utilisée par l'ATP synthase et le reflux du coup des protons en suivant leur gradient, donc transformation du coup hexagonique, spontanée, libère de l'énergie pour régénérer l'ATP. Et donc, on convertit du coup de l'énergie osmotique en énergie chimique. Donc là, il s'agit d'un couplage et d'ailleurs même d'une conversion osmochimique. Donc si on reprend du recul, au total, on voit bien que finalement, qui a donné son énergie pour former, qui fournit l'énergie pour régénérer l'ATP? C'est à la base le glucose, c'est les acides gras. C'est-à-dire que c'est de l'énergie finalement chimique.
et qui a été extraite par de l'oxydation, hein, par ce qu'on appelle du coup le catabolisme oxydatif. Cet acide gras et ce glucose ont été dégradés et on a du coup récupéré l'énergie chimique pour fabriquer des coenzymes réduits, NADH, H+, FADH2, qui ont été oxydés pour fabriquer un gradient de protons qui est ensuite utilisé pour régénérer de l'ATP. Donc finalement, ma phosphorylation de l'ADP, hein, par le PI, donc ma régénération d'ATP, se fait par l'oxydation finalement des molécules organiques glucose et acide gras. Donc c'est pour cela que dans la mitochondrie, on parle d'une phosphorylation oxydative, puisque la phosphorylation de l'ADP, en fait, est rendu possible par, au tout départ, l'oxydation du glucose et des acides gras qui sont engagés dans le catabolisme oxydatif. Et donc, globalement, le couplage, il est finalement chimio-chimique. Est-ce qu'il y a des questions sur le fonctionnement de cette mitochondrie? Donc, on voit bien, hein, vous voyez bien que ce schéma, il est fondamental. Je vous l'ai dit au tout début de l'année. Alors, au début de l'année, pour vous, ça vous semblait quasiment impossible à comprendre et à retenir. Et ben maintenant, là, dans l'état actuel, vous devez être capable justement de comprendre et donc de connaître ce schéma et de pouvoir le réaliser, hein, en colle ou en synthèse. Il est fondamental et on voit bien que c'est un schéma finalement qui donne le cadre de ce qui se passe dans la mitochondrie et tout autour, on peut faire des changements d'échelle pour montrer comment fonctionne l'ATP synthase, comment fonctionne la chaîne respiratoire. Et avec le chapitre 4, on verra comment fonctionne le cycle de Krebs, comment fonctionne la bêta-oxydation et comment fonctionne la glycolyse, même si la glycolyse, ça se passe dans le cytosol et que c'est pas une histoire de mitochondrie. Enfin, en tout cas, ça n'a pas lieu dans la mitochondrie. Donc, tout ce que je viens de raconter là est présent sur la diapositive 57. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'ATP qui est produit à la fin, c'est de l'ATP pour tous. C'est-à-dire, c'est vraiment l'ATP qui va être utilisé par la mitochondrie, mais pas que, par aussi tous les processus qui se passent dans la cellule, par exemple la traduction, par exemple la transcription. Donc l'ATP va sortir finalement de la mitochondrie et va être utilisé ailleurs que dans la mitochondrie. Donc véritablement, cette mitochondrie, c'est vraiment la centrale énergétique de toute la cellule. Je vais passer maintenant sur le chloroplaste. Donc le schéma du chloroplaste, je vous l'ai distribué alors de mémoire à la diapositive 80, je ne me rappelle plus, 83. Et donc c'est pareil, cette diapositive, faut la connaître. Je l'ai distribuée à la fin du TPSV 03. Il faut la compléter puisque j'y ai mis notamment les histoires de couplage et les formes d'énergie. Mais ça donne un cadre, c'est-à-dire que si vous avez un sujet sur notamment le chloroplaste, ça permet d'avoir le schéma au centre et ensuite de faire des zooms sur les autres processus. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit notre chloroplaste avec ses deux membranes, avec son espace intermembranaire, autrement dit son enveloppe, et on voit le système membranaire interne qui s'appelle les thylakoïdes, formé de la membrane limitée par la membrane thylakoïdienne. Qu'est-ce que je vois? Je vois que, en fait, au tout départ, j'ai ma chaîne photosynthétique. Et que cette chaîne photosynthétique, elle utilise l'énergie lumineuse. En fait, on a l'absorption des photons grâce aux antennes collectrices, enfin, grâce au photosystème. Et ceci, ça va me permettre d'oxyder l'eau, H2O, qui donne de l'O2, et de transférer les électrons et les protons sur NADP+, qui donne du NADPH+. Donc, je vois bien que ici, dans une première étape, j'utilise l'énergie lumineuse pour faire de l'énergie électrochimique du pouvoir réducteur. Donc, en fait, j'ai fait un couplage photochimique. Et ce couplage photochimique, c'est d'ailleurs une conversion. J'ai converti de l'énergie lumineuse en énergie électrochimique, en pouvoir réducteur, en NADPH, H+. Et lors de ce fonctionnement de cette chaîne photosynthétique, j'ai transféré des protons dans le lumen des thylakoïdes contre leur gradient. Donc là, j'ai utilisé l'énergie électrochimique des réactions d'oxydoréduction pour générer un gradient de protons et entretenir ce gradient. Donc autrement dit, j'ai converti de l'énergie électrochimique
en énergie osmotique, j'ai fait un couplage qui est aussi une conversion chimio-osmotique. Troisième étape, j'utilise mon gradient qui est à l'origine d'une force protomotrice. Et quand mes protons refluent dans le stroma, je régénère du coup de l'ATP, je phosphoryle l'ADP pour donner de l'ATP et donc pour donner de l'énergie chimique. Donc je convertis de nouveau de l'énergie osmotique en de l'énergie finalement chimique. Et quatrième étape, cette ATP et ce pouvoir réducteur seront utilisés par le cycle de Calvin ou de Calvin pour justement réduire le CO2 et donner du coup du CH2O, autrement dit des molécules organiques, plus précisément des triophosphates, donc de l'énergie chimique. En tout cas, si on prend tout l'aspect au niveau des thylakoïdes, on voit bien que c'est de l'énergie qui sert finalement à la fin, qui se retrouve dans l'énergie chimique de l'ATP. Donc, ce que l'on a, c'est que l'on a une phosphorylation grâce finalement à l'énergie lumineuse. On parle du coup de photophosphorylation. Et le couplage Goblet est bien un couplage photochimique. Et cet ATP et ce pouvoir réducteur sont ensuite utilisés dans le processus anabolique qui est le cycle de Calvin pour produire ses propres molécules organiques. Donc, ce qu'on voit là, c'est que à travers ces deux exemples, que ce soit la chaîne ou la chaîne photosynthétique, on a en fait deux chaînes. On a deux chaînes qui comprennent, en fait, on a deux membranes qui comprennent des chaînes de transport d'électrons, la chaîne respiratoire et la chaîne photosynthétique, et on a deux membranes qui comprennent aussi des ATP synthase. En fait, on voit bien qu'on a des membranes qu'on va qualifier de transductrices d'énergie, c'est-à-dire des membranes qui sont capables finalement de convertir de l'énergie en une autre forme d'énergie qui est l'ATP. Et cet ATP, c'est la petite monnaie énergétique de la cellule. Oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'ATP qui est formé ici par le chloroplaste, on voit bien que c'est pas de l'ATP pour tous, c'est de l'ATP privé. C'est-à-dire que c'est de l'ATP qui va être utilisé par le chloroplaste et que pour lui. Donc, c'est pas une centrale énergétique de la cellule. C'est une sorte de comment on pourrait faire une analogie avec un groupe électron produirait de l'électricité pour un privé, c'est-à-dire pour une maison et non pas pour la ville. Ce que je voulais redire, oui, c'est qu'on voit bien qu'on avait déjà dit qu'il y avait plein de ressemblances entre les mitochondries et les chloroplastes, avec la présence d'une enveloppe, avec la présence d'un chromosome sous la forme d'ADN circulaire, avec la présence de ribosomes, etc., etc. On en avait parlé de ça, avec notamment cette membrane interne qui a une composition tout à fait particulière, alors que la membrane externe a une composition de membrane plasmique. Et on était arrivé à la théorie endosymbiotique. Et le fait que ces deux organites ont tous les deux des membranes transductrices d'énergie, avec à chaque fois une chaîne de transport d'électrons couplée à une ATP synthase, et entre les deux, la formation d'un gradient de protons, ça renforce encore l'idée de cette théorie endosymbiotique. Et vous allez voir avec le cours d'aujourd'hui qu'on va étudier une bactérie qui possède justement au niveau de sa membrane plasmique une chaîne de transport d'électrons et des ATP synthase, et entre les deux un gradient de protons, donc qui possède une membrane plasmique qui est une membrane transductrice d'énergie. Donc il y a vite fait d'imaginer que cette membrane plasmique de la bactérie, une fois que la bactérie a été endocytée, phagocytée, cette membrane plasmique donne justement les membranes transductrices de nos deux organites semi-autonomes, mitochondrie et chloroplaste. Donc c'est encore un argument, cette spécificité partagée par la mitochondrie et par le chloroplaste, c'est encore un argument en faveur de la théorie endosymbiotique. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie chloroplaste et puis théorie endosymbiotique? Alors, une question qui m'a été posée, c'est Margot, je vais y répondre. Elle me dit, dans mes chaînes, j'arrive pas trop à savoir si le transfert est spontané ou non des électrons. Alors, je prends la diapositive 80, ce qu'on appelle le schéma en Z. En fait, vous voyez que quand j'ai mis des petites flèches en rouge, des flèches en pointillés en rouge, ça indique que le transfert est spontané. Quand je l'ai mis en vert,
ça indique que le transfert est non spontané. En fait, ce que vous voyez, c'est que globalement, mes flèches rouges, elles vont vers le bas et mes flèches vertes, elles vont vers le haut. En fait, mes flèches vertes, regardez, elles vont dans le sens parce que vous voyez bien que l'axe des ordonnées a été renversé. Et ben, on a une flèche verte quand finalement on augmente, enfin, on va dans le sens d'une diminution du potentiel redox. C'est-à-dire qu'on va d'un composé qui a un potentiel redox fort à un composé de potentiel redox faible. Et par contre, on a des flèches rouges quand on va d'un potentiel redox faible vers un potentiel redox fort. Et ben, pour comprendre ça, il faut reprendre la règle du gamma. Si je reprends une diapositive qui est tout au début du diaporama qu'on avait vu, hein, par exemple ici, là, et ben regardez donc diapositive 9, et ben on voit en fait que la règle du gamma, on est d'accord, regardez que les électrons, alors la réaction qui est spontanée, c'est NAD plus BH2 donne B plus NADH+. Donc, on est d'accord que les électrons, ils ont quitté B et ils sont allés vers NAD+, pour donner du coup NADH+. Et comme B a perdu des électrons, BH2 a perdu des électrons et des protons, il donne B. Donc, en gros, mais vous êtes d'accord avec moi que mes électrons, ils ont été du sens BH2 vers NAD+. Donc, autrement dit, mon transport spontané, il va du couple qui a le potentiel redox le plus faible vers le potentiel redox le plus élevé. Alors, on aurait pu garder une échelle dans ce sens-là sur mes diagrammes énergétiques, mais ça fait des transferts spontanés qui iraient vers le haut, entre guillemets, un peu contre la gravité. On a renversé l'échelle, on l'a renversé l'échelle de façon à justement, qu'on laisse l'idée, par exemple là je prends la chaîne respiratoire, là on voit bien que toutes mes flèches elles vont vers le bas, d'un peu dans le sens de la gravité, chuter c'est spontané alors que monter c'est non spontané entre guillemets. Hein, donc là, ma chaîne respiratoire, on voit bien que mes transferts à chaque fois, ils vont vers des composés qui ont de plus en plus qui ont un potentiel redox de plus en plus élevé, ce sont bien des transferts qui sont spontanés. Alors que dans ma chaîne photosynthétique, quand je prends de nouveau mon schéma en Z, on voit bien que les deux étapes justement qui impliquent les photons, là, cette fois-ci, les électrons ont été, par exemple ici, d'un potentiel redox de plus 0,9 vers un composé qui a un potentiel redox de moins 0,8. Donc là, on va vers des potentiels redox plus faibles. C'est non spontané et ça se fait parce que j'apporte de l'énergie, c'est-à-dire que j'absorbe des photons. Est-ce que, Margot, j'ai répondu à ta question du coup? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, vous avez compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, aujourd'hui, du coup, ce que vous avez à étudier, c'est les types trophiques. Vous allez voir qu'au début du cours, couleurs. Donc ça, c'est important de bien regarder ça et de comprendre, quand il y a le mot photo, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a le mot organo, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a le mot chimio, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a le mot litho, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et une fois que vous avez étudié ça, vous allez voir que le gros de la dernière partie là du chapitre, ça va être une nouvelle membrane transductrice d'énergie, celle de nitrobactère, avec pareil une chaîne de transport d'électrons. Vous allez voir qu'il y a un fonctionnement un peu particulier et qui est associé, toujours pareil, avec une ATP synthase. Et vous allez voir ce que c'est que du coup la chimiosynthèse et non pas la photosynthèse. Donc je reste disponible pour des questions, hein, et du coup je ferai une petite présentation de ce cours du coup demain matin. Hein. Je voulais juste pendant 2-3 minutes savoir si vous en tirez plutôt pas mal là